Bonjour à tous, je suis aujourd'hui ce 11 juin dans l'après-midi et j'ai une petite zone d'interlude avec mes auditeurs et j'aimerais faire le point de nos formations actuelles au DEC et au DSCG. En effet, je voudrais vous rappeler que à cette époque de l'année, je suis en train de relire des mémoires à la fois du DSCG et du DEC. J'ai aussi des notices qui avaient eu un 4-2, ce qui n'est pas désagréable, dans la mesure où ces examinateurs ont eu l'art et la manière de nous présenter quelque chose de très 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 bien et de donner des conseils, des recommandations à des mémorialistes. Et j'avoue que je préfère quelquefois avoir des candidats avec un 4-2 où l'examinateur a ses propres convictions et nous donne ce qu'il attend de nous. Et j'avoue que cette semaine, les 80 retours ont plu, c'est-à-dire que j'ai eu 4 retours de 4-1 de candidats sur une petite dizaine qui avaient eu les uns des 4-1, des autres des 4-2. Personne n'avait eu un 4-3, mais les 4-2 se transforment en 4-1 et les auditeurs vont commencer à travailler. En ce qui concerne le DSCG mémoire, il est évident que, comme pour le DEC mémoire, j'utilise la même méthode. C'est-à-dire que je relis le mémoire en raison d'une cadence de 30 minutes pour 10 pages, et ensuite porte soit des corrections, soit des propositions, et bien souvent, que ce soit pour les 100 pages minimum en gros pour les DEC, donc ça fait 5 heures environ de lecture à haute voix, ou 2 heures et demie plus 50 pages pour les DSCG, j'apporte après la lecture d'une dizaine de pages, j'apporte une proposition de ce que j'aime bien, c'est un focus, c'est-à-dire un élément qui permet d'éclairer les pages que vous venez d'écrire. Ensuite, j'ai autres travaux actuellement, c'est bien sûr les problèmes des VAE, des VAE qui sont à la fois des DSCG, dont la date limite de dépôt du livret 1 a été à un moment donné modifiée. Elle est aujourd'hui fixée au 2 juillet, c'est-à-dire environ dans 3 semaines. Le livret 1 du DSCG est beaucoup plus simple à remplir que le livret 1 du DEC, qui n'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Mais j'aimerais éventuellement vous rappeler que ces livrets doivent être effectués avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'intérêt. Par contre, pour le livret 1, c'est chose relativement aisée. Pour le livret 2, il faut être concis, précise ou précis selon les uns ou les autres, mais surtout être pédagogique. C'est-à-dire présenter un livret 2 aussi bien pour les DEC que pour les DSCG en appliquant une méthode que je considère comme une méthode très favorable aux travaux des examinateurs. Je m'explique. Le dossier que vous allez envoyer, soit par clé USB a priori pour les DEC, soit par le site Cyclade pour les DSCG, vous devez respecter un plan qui n'est pas un plan, je dirais, on met tout dedans. Non, vous allez avoir plusieurs dossiers. Le dossier 1, c'est le dossier sommaire. Sommaire sans numéro. Ce sommaire doit expliquer votre méthode, que je vais expliquer lors de rendez-vous. Expliquer également l'importance, et ça c'est fondamental, l'importance du lien hypertexte que vous avez à développer le plus souvent pour permettre à l'examinateur de circuler sur vos dossiers avec aisance, rapidité, efficacité. Dossier 1, c'est maintenant, après avoir parlé de sommaire, dans le sommaire, vous expliquez que vous avez voulu rendre votre dossier beaucoup plus simple à analyser grâce au lien hypertexte. Vous avez ensuite expliqué ligne par ligne les différents dossiers que je vais vous expliquer maintenant. Ils sont eux-mêmes rattachés avec les dossiers qu'on va voir maintenant par des liens hypertextes.
Premier dossier qui porte le dossier numéro un, c'est votre CV. Un CV synthétique en relation avec la VAE, c'est-à-dire en mettant en évidence les fonctions que vous avez occupées d'une manière précise dans les différentes expériences professionnelles qui ont été les vôtres. Le deuxième dossier, c'est la recevabilité du livret A, que ce soit pour les DSCG que pour les DEC. C'est pas mettre le livret A, c'est la recevabilité reçue, soit du ministère pour les DEC, soit de votre académie de rattachement pour le DSCG. Car n'oubliez pas pour le DSCG que vous allez passer vos épreuves orales au niveau académique. Il y a l'Académie de Paris, mais il y a aussi le siècle. Ne confondons pas l'Académie de Paris. Alors, nos amis étrangers sont rattachés, et vous pouvez trouver la liste des rattachements par pays, auprès de certaines académies, comme Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Nice ou Marseille ou Toulouse. À vous de voir, mais la plupart c'est Nantes, Lille et Rennes qui sont très sollicités par nos amis ou qui accueillent avec beaucoup de plaisir nos amis africains. Il arrive quelquefois pour des raisons particulières de visa, et là vous nous informez rapidement, et moi j'ai agi à 2 reprises pour permettre à des candidats DSCG qui étaient du Bénin et de la Côte d'Ivoire de ne pas pouvoir se déplacer en raison de visa et qui ont passé leur épreuve orale à distance, mieux encore, dans leur bureau. C'est-à-dire qu'ils étaient dans son bureau avec la secrétaire à côté de lui qui lui donnait les documents dont il avait besoin de présenter rapidement par visioconférence aux examinateurs. C'était quelque chose que je considère comme assez exceptionnel, mais ça prouve aussi la gentillesse de certains examinateurs et surtout de l'organisation des rectorats de Nantes, de Rennes en particulier, qui se sont distingués par cette capacité à accepter tout cela. Le deuxième dossier, c'est donc, je répète, le livret 1, recevabilité. Le dossier 3, c'est le livret 2 administratif. Ce que ça veut dire pour moi, c'est un livret 2 qui est celui où vous faites une attestation sur l'honneur, mais contrairement aux années précédentes où le candidat collait tout à son livret 2, moi je préfère éclater les dossiers pour que ça soit beaucoup plus clair pour l'examinateur. Alors ce dossier livret 2 numéro 3 est relativement, je dirais, un squelette, si vous me permettez l'expression. On a enlevé tout ce qui constitue sa forme et nous allons y apporter les éléments dans quelques instants. Le dossier 4, alors là, c'est les expériences professionnelles du candidat. Vous avez des modalités qui vous expliquent ce qu'il faut respecter. À vous de respecter, mais de remettre en évidence les exigences qu'exige le diplôme que vous préparez. C'est-à-dire que pour être reçu expert comptable, il faut que vous ayez la preuve que vos acquis d'expérience ou celles-ci sont en rapport avec la valeur ajoutée qu'un expert comptable ou qu'un commissaire aux comptes doit apporter. Ensuite, vous avez donc plusieurs expériences à évoquer et à chacune des expériences de bien faire ressortir les acquis que vous recherchez dans les référentiels de votre examen, aussi bien pour le DEC UV1, UV2, voire UV3, et pour vos examens DSCG, c'est les 5 premières UV qui vous donnent l'occasion de rechercher les exigences demandées pour un bac plus 5 DSCG et qui vous donnent l'occasion, je dirais, d'avoir un équivalent au Master 2. Ensuite, le dossier numéro 5, numéro 5, c'est le dossier référentiel de chacune des UV que vous préparez. Car il est évident que moi, j'ai des candidats qui passent les 7 UV en DSCG, la plupart de mes candidats DEC passent les 3 UV, donc il y a des référentiels à remplir. Alors moi, pour vous aider, j'ai réalisé des vidéos en 2023, en 2024, en 2025, au début de cette année, et j'ai réalisé des vidéos depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos pour le DSCG?
c'est le remplissage des parties communes de toutes les exigences de chacune des UV. Ce que je n'ai pas rempli et je continuerai à remplir samedi matin, les UV 3, 4 et 5. Par contre, les UV 1 et 2, la vidéo a été mise sur YouTube. Et vous pouvez voir comment je travaille sur le remplissage. Par contre, il y aura des rendez-vous individuels avec mes candidats pour le remplissage important des commentaires en bas de chacune des UV. Ce que je viens de dire pour le DSCG, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour le DEC. Vous recevrez, pour ceux qui viendraient uniquement pour préparer l'exposé, je vous remettrai les vidéos réalisées pour la session 2023 et pour la session 2024, mais aussi la session que j'ai commencée début février pour la session 2025. Il y a environ 8 heures de vidéos pour le remplissage des parties communes des 3 UV. J'ai fait la même chose pour tous mes candidats VAE, DEC qui ont déposé leur livret 2 pour le 31 mai dernier. J'ai travaillé avec eux la partie commentaire où j'ai particulièrement soigné la partie commentaire en m'appuyant bien sûr sur leur propre expérience et non pas faire le même commentaire pour tous mes candidats. J'en avais une vingtaine. Vous imaginez que c'eût été quand même remarquable et remarqué que je fasse des commentaires identiques pour chacune de ces personnes. Ensuite, nous avons le dossier 6. Alors, le dossier 6, c'est quelque chose qui était collé au livret 2 dans les sessions précédentes, mais là, j'ai préféré parler d'annexes. Les annexes, c'est quoi? Ben, c'est des études que vous avez réalisées chez des clients, en ayant bien sûr un point d'honneur à respecter la valeur ajoutée du diplôme que vous préparez. Ça peut être donc une étude sur, par exemple, un problème de l'épargne salariale que vous avez réalisé dans une TPE, vous cachez le nom parce qu'il faut respecter le RGPD. C'est une étude d'examen de conformité fiscale, c'est un apport partiel, c'est une transformation de société. Il est évident que entre l'UV4 du DSCG et l'UV2 du DEC, sur le plan théorique, il y a beaucoup de points communs. La seule différence, c'est que dans le sujet du DEC VAE, l'expérience professionnelle doit ressortir dans votre composition traditionnelle, mais elle doit ressortir également dans votre présentation du livret 2. Mais cela, c'est un des éléments des annexes. Quels sont les autres éléments? Vous avez besoin de vous former tout au long de la vie, surtout quand vous êtes en VAE. La VAE, vous devez donc apporter toutes les formations récentes que vous avez suivies, y compris celles avec DFT formation, pour laquelle vous recevrez une attestation avec des commentaires, je dirais, qui représentent pour moi ma sincérité vis-à-vis de chacune et chacun d'entre vous. En effet, mes candidats DEC VAE et DSCG VAE, quand ils sont inscrits en début d'année, je les convie à suivre mes cours, même si c'est pour certains, je dirais, au-dessus de leur diplôme, je prends pour les DSCG, je les invite à suivre mes cours du V1 et du V2 que je réalise tous les samedis matins, de 8 heures à midi, samedi matin compris, du début du mois de février jusqu'au dernier samedi précédent l'épreuve écrite qui a eu lieu le 13 mai dernier. Mais en dehors, donc j'ai fait une formation, je dirais, le 10 mai. La dernière fois, c'était le 10 mai. Mais j'ai repris mes candidats également le 12 mai en fin d'après-midi pour faire un point sur les 2 UV du lendemain. Ensuite, dans les annexes, vous avez aussi la formation que vous avez certains animée. Et ça, vous devez présenter éventuellement un certain nombre de petites vidéos dans lesquelles on vous voit intervenir. Tout ça, ça marque des points. Il faut pas en mettre des tonnes et des tonnes. Je vous rappelle que dans les sessions précédentes, au DEC VAE, il y avait des dossiers avec plus de 1000 pages. Et réfléchissons un petit peu, moi j'étais membre du jury pendant 45 ans, je vais pas dire que j'aurais lu les 1000 pages, c'est pas vrai. Absolument pas vrai. Je
préfère, moi, la qualité qu'à la quantité. Et j'aimerais revenir sur un autre travail que j'ai recommandé à mes clients, non, à mes amis auditeurs. C'est la rédaction d'une documentation technique, une documentation technique sur un sujet qui n'est pas le fruit de votre propre rédaction. Il n'y a pas à tenir compte dans cette expérience d'un travail que vous connaissez et qui est, je dirais, pour beaucoup d'entre nous, quelque chose que on n'apprécie pas beaucoup, hein. Donc, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle la copie d'articles qui ont été rédigés. Et là, on n'a pas cette prétention de faire un mémoire qui doit être le fruit de votre propre réflexion. Par contre, vous avez le droit, dans une étude documentaire, d'aller chercher des articles avec le nom de l'auteur, de les assembler d'une manière cohérente avec un plan que j'ai communiqué à mes auditeurs, un plan de documentation technique. Donc, j'ai dit à mes auditeurs, par rapport aux remarques du jury des années précédentes, j'avoue que les remarques, quelquefois, je ne les partage pas toutes. Il y a des membres du jury qui n'ont cessé de demander aux candidats, vous avez fait une étude, monsieur, mais vous avez mis combien de pages dans cette étude? Est-ce que vous avez mis au moins 100 pages? Là, je confirme un peu le jury DECVAE. J'avoue franchement que je ne suis pas, moi, attaché au nombre de pages comme ça. L'effort du candidat est quand même assez intéressant, hein, et j'avoue que j'ai fait cette remarque à tous mes candidats DECVAE et je leur ai mis devant une possibilité. Soit de faire 2 études techniques documentaires de 50 pages, avec des annexes, bibliographies, etc. Mais ce sont des articles que vous avez trouvés ici et là. Entre deux, vous avez pu mettre des titres de parties qui sont vos propres créations de titres, mais à l'intérieur, vous avez mis des articles qui correspondent à des grands professionnels qui vous apportent les réponses les plus proches d'aujourd'hui. Et ça, l'étude documentaire a été mise en place dans beaucoup de cabinets sur mes conseils pendant la pandémie, car il y avait malheureusement des choses à faire, et ces études documentaires sont relativement intéressantes, et certains jurys ont beaucoup apprécié ces études documentaires. Cette année, j'ai pas peur de dire que j'ai des études documentaires qui ont été proposées par des candidats de très grande valeur à propos, bien sûr, de la facturation électronique, de la digitalisation, de la comparaison entre le système OHADA et le plan comptable général, à propos des IFRS, etc. Donc, il y a vraiment du grain à moudre pour ceux qui veulent récupérer des études documentaires. Mais voyez-vous, je suis abonné à de nombreuses revues que je partage avec mes auditeurs et j'ai mis en place depuis 2020 une bibliothèque numérique assez impressionnante. Aujourd'hui, elle est autour de 12 à 13 gigas, vous imaginez le volume, classée par thème, comme finance, comme gestion, comme RSE, comme Internet informatique, comme le bien-être, et ça c'est un mot qui est très développé, le développement personnel, le management, le marketing. Tout ça fait l'objet de thèmes dans une bibliothèque numérique. Il y a quelquefois, par exemple, je vois le dossier gestion. Alors là, je parle de tout, IFRS, tableau de bord, etc. Il y a environ 800 articles ou livres, rien que dans cette partie gestion. Vous imaginez combien mes auditeurs peuvent avoir avec cette bibliothèque numérique que je leur remets régulièrement tous les mois, je mets une mise à jour. Ma mise à jour, elle est quotidienne, mais je renvoie les mises à jour quotidiennes, mensuelles, pardon, à mes auditeurs. Ce que j'aimerais aussi dire que derrière ces abonnements, j'ai demandé à mes auditeurs de faire pour leurs collaborateurs un résumé hebdomadaire d'actualité. En effet, étant abonné à Actuel Expert Comptable, beaucoup de mes auditeurs y sont également, à Actuel RH, à la Revue Française de Comptabilité, aux revues fiduciaires fiscales, sociales et surtout comptables, à Francis Lefebvre Comptable et également à, bien sûr, SIC, au magazine de la CNCC
aux lettres de l'ANC, aux lettres de H2A et aux lettres surtout d'un partenaire hyper compétent qui s'appelle Compta Online, que je vénère partout parce que c'est vraiment un partenaire qui est d'une qualité exceptionnelle et qui, chaque semaine, vous envoie 2 lettres d'information dans lesquelles vous retrouvez des choses exceptionnelles. Il fait pour le DSCG et le TEC des travaux uniquement pour ces 2 examens-là, avec tous les énoncés des dernières sessions et des corrigés indicatifs pour chaque UV, que ce soit pour le DCG, le DSCG et le DEC. Vraiment, c'est un partenaire exceptionnel qui mérite toute mes remerciements et surtout qui mérite toutes mes félicitations pour la qualité de ses interventions. Alors voyez-vous, chaque semaine, mes auditeurs étaient invités depuis le début qu'ils m'ont rencontré à faire un condensé hebdomadaire à renvoyer à leurs collaborateurs pour lundi soir dernier délai et commenter tous les mardis entre 11h30 et midi les 7 à 8 pages d'actualité qu'ils avaient fait, profiter aussi de cette réunion hebdomadaire pour présenter et faire le point de l'évolution de chaque collaborateur que vous avez réuni avec les chefs de groupe, etc. Donc, c'est soit des réunions par groupe, soit des réunions de tout le cabinet, ça dépend bien sûr de la dimension du cabinet. Ensuite, j'insiste bien là-dessus sur le bien-être et le développement personnel dans un cabinet. Moi, je suis un partisan de faire un repas tous les 5e mardis du mois. Voyez-vous, je suis prudent. C'est pas tous les mardis. Le 5e mardi du mois, c'est environ 2 à 3 mardis par an. Eh bien, quand vous faites un repas froid envoyé par un traiteur, ça vous coûte un petit prix pour le cabinet, mais vous pouvez pas savoir ce que ça peut rapporter quand on a autour de nos collaborateurs le respect et la volonté de former une équipe cohérente, une équipe pédagogique et une équipe qui avance dans l'évolution que nous connaissons. Nous n'avons pas simplement, comme on dit, une courtoisie et une confraternité dans le monde de l'expertise. Il faut dire les mots qui conviennent. Nous sommes, on a beau dire tout ce qu'on veut, même si un membre du jury a dit un jour à un candidat, c'était inadmissible de parler de concurrence entre experts comptables. On n'est pas concurrent, on est confraternel. Eh bien, écoutez, madame, que vous allez peut-être vous reconnaître à travers mes propos, j'avoue franchement que vous n'êtes pas du tout dans le coup de la vie, ce qui se passe dans les véritables cabinets aujourd'hui. On peut être concurrent pour augmenter la capacité des experts comptables. La concurrence fait augmenter les nouveaux conseils, fait augmenter et réveille tout le monde. Donc la concurrence n'est pas forcément quelque chose de négatif, elle a des éléments positifs, parce que si on n'était pas concurrent, alors là, il y aurait des débordements dans la médiocrité, et ça, j'avoue que c'est pas le cas. Je suis arrivé maintenant au dossier 7. Le dossier 7, c'est le dossier attestation. Oui, on est friand en VAE d'attestation de personnes respectables. Il y a beaucoup de personnes respectables, mais en particulier ceux en rapport avec notre profession. Je voulais parler d'un commissaire aux comptes, d'un expert comptable, d'un notaire, d'un avocat, pourquoi pas d'un client, pourquoi pas d'une instance comme l'URSSAF ou les services fiscaux qui ont peut-être pu vous dire qu'on était content, etc. Tout ce qui paraît valoriser un peu votre travail et qui peut éventuellement apporter une preuve de vos compétences acquises, mais ne pas multiplier les attestations. Moi, je considère que 5 à 6 attestations par rapport à, je dirais, à l'image de marque de ceux qui vous font l'attestation, c'est suffisant. Il y en a qui ont mis 25 attestations, c'est complètement ridicule. Il faut être mesuré dans votre dossier livret 2 et non pas essayer d'en mettre plein la vue. Le dossier 8, c'est quoi exactement? C'est un dossier divers qui peut être nourri par qui, par quoi? Ça peut être nourri tout d'abord par des vidéos que vous avez mises en plus de webinaires. Vous savez que je suis un gars qui fait tous les webinaires de Webbico et je les enregistre tous.
Pour l'année 2025, au moment où je vous parle aujourd'hui, j'en ai 1200 depuis le début de cette année 2025. Donc c'est assez impressionnant sur tous les thèmes, avec une dominante sur la facturation électronique, sur le bien-être et j'en passe et des meilleurs. Il est évident que selon la documentation technique que vous avez réalisée, il me paraît opportun de mettre des webinaires en relation. Vous n'allez pas mettre les webinaires dans leur intégralité, vous n'allez mettre que les liens. Ensuite, vous avez avec Francis une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique qui fait 12 à 13 gigas, vous n'allez pas la mettre. Mais ce que vous allez faire une photographie du partage d'écran de la bibliothèque numérique que vous travaillez avec moi depuis que vous êtes avec moi. C'est-à-dire que, en dehors de cette photographie qui donne déjà au jury, dans le dossier 8, qui donne déjà au jury une idée de la densité et de la qualité de cette bibliothèque numérique, vous allez venir le jour de votre soutenance avec, pour les DEC, 2 clés USB dans lesquelles, sur lesquelles, pardon, vous allez mettre toute la bibliothèque numérique. Il faut donc avoir des clés USB de au moins de 20 gigas. Hein, vous en avez énormément partout, des clés USB. Il y a des Chinois qui vous vendent des clés USB à prix défiant toute concurrence. Même si c'est pas une qualité exemplaire, vous pouvez utiliser ces clés USB pour les remettre au jury parce que le jury, il a vu la photo, mais si vous lui remettez la bibliothèque numérique qui sont à jour quelques jours avant votre passage, puisque Francis il met à jour, et comme je sais que vous passez des examens au mois d'octobre ou de novembre, je vous renverrai ma dernière version, et donc vous pourrez l'enregistrer sur votre clé USB à la disposition du jury. C'est-à-dire que quand vous allez présenter votre dossier, vous allez, bien sûr, présenter votre bibliothèque numérique, mais vous savez aussi que j'ai mis en place depuis 2008 pour mes candidats qui passent l'épreuve UV2 du DEC, et pourquoi pas l'UV4, mais on n'a pas le droit à la documentation, mais ça n'empêche pas que pour le DSCG, si on n'a pas le droit, on peut s'organiser pour être à jour de toutes les révisions possibles. Moi, j'ai mis en place ce que j'appelle la technique du lexique documentaire. C'est quoi? Eh bien, c'est un lexique classé par ordre alphabétique avec un tableau sur Excel, dans la mesure où vous mettez dans ce lexique documentaire tout un ensemble d'articles ou d'éléments portants en relation avec le programme de l'UV2. C'est-à-dire que tous mes candidats de l'année 2025 et les années précédentes ont tous été en UV2 avec un lexique documentaire. C'est-à-dire un lexique qui, quelquefois, pour certains lexiques, faisait 8000 lignes. C'est-à-dire que c'était un lexique documentaire sur Excel. Vous imaginez 20 ou 30 lignes par feuille. Vous imaginez combien que ça faisait de feuilles en accordéon et classé par ordre alphabétique. Quel est l'avantage? Eh bien, c'est l'avantage de pouvoir, le jour de l'examen traditionnel, de montrer que on a trouvé sur la ligne Tartampion une réponse très proche de la question posée. Et c'est l'importance de ce lexique, c'est la légende que vous mettez à chaque ligne. Je prends un exemple. Un candidat de Montpellier, dont le papa était président d'un groupe d'experts comptables de plus de 100 personnes, avec plusieurs agences. Il était parti pour être professeur d'éducation physique. Il a eu un grave problème de santé. Son père lui a dit, eh ben, écoute, reviens dans le cabinet, on va t'essayer de faire passer les examens rapidement. Ce garçon a passé le DCG en 2 ans, il a obtenu. Il a passé le DSCG en 3 ans, c'est-à-dire 2 plus 1, ça fait 3 ans pour la totalité. Il était quand même bien, je dirais, armé au niveau des ressources littéraires et mathématiques. Et ensuite, il a tenté de passer le DEC. Il a eu la première fois l'UV1 et il a échoué à l'UV2 et il n'a pas passé le mémoire. Il m'a sollicité à cet instant. En UV2, il avait eu 4. Et il a fait son mémoire avec moi. Et le mémoire s'est bien déroulé. Il avait eu 13 à l'UV1, donc il avait déjà gagné 3 points. Et pour la première fois, pour la
Deuxième fois, je crois, il passait l'UV2 avec des notes qui avaient été inférieures à 6. Eh bien, avec la méthode du lexique documentaire que je lui ai réalisé, avec lui qui a fait les 8000 lignes, c'est lui, il a eu 12 et demi. Bah, écoutez, passer de 4 à 12 et demi, je dis pas qu'il a eu 20, hein, je suis pas prétentieux à ce niveau-là, mais 12 et demi, il a eu 14 au mémoire. Donc c'est un bon candidat avec des notes 13, 14 et 12 et demi. Je considère que c'est un candidat qui a les connaissances pour être expert comptable. J'ai pas dit forcément les compétences, parce que moi, je fais une différence entre des connaissances et des compétences. Les compétences, c'est ce que la VAE doit apporter comme preuve au jury. Et ça, c'est quand même important. C'est important, ça. Et j'avoue que quelquefois, on est déçu. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai embauché quelquefois des gens, je dirais par ricochet, je m'explique. J'avais un jour un grand chef d'entreprise qui m'avait fait travailler en formation continue, beaucoup, pour ses cadres, etc. Et qui avait un neveu qui avait deux doctorats en sciences juridiques et en droit pénal, et qui me demandait d'essayer de lui trouver une possibilité d'atterrissage. J'en ai parlé à mes confrères à l'époque, et mes confrères l'ont reçu, avec moi, bien sûr, et tout s'est bien passé. Il a été embauché, il était très sympa, etc. Mais j'avoue que malgré ces deux doctorats, c'était épouvantable. On a mis tout ce qu'on pouvait pour essayer de le garder vis-à-vis des relations privilégiées que j'avais avec ce directeur d'entreprise, mais au bout d'un an, je suis allé voir le directeur pour lui expliquer que manifestement, il n'était pas adapté à un cabinet comptable, il fallait qu'il trouve une instance publique pour apporter toutes ces connaissances qui étaient très nombreuses. Mais vous savez, quand on a beaucoup de connaissances, très 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 beaucoup de connaissances, on est quelquefois dans l'embarras, parce qu'on ne sait pas laquelle il faut choisir. Celui qui a des connaissances très pratiques par la compétence, et moi j'ai appris la compta d'un cabinet, je n'ai pas dit la compta que mes profs en bac G2, puisque j'ai passé un bac G2, après j'ai passé le DECF avec le probatoire et compagnie. J'ai appris la compta, on m'a appris la conso, etc. Mais on m'a jamais appris comment ça se passait dans un cabinet. Et quand j'ai commencé mon stage de DCG et mon stage d'expert comptable, parce qu'avant il n'y avait pas le DSCG, il y avait des certifications, c'est là où il y a deux personnes qui m'ont vraiment apporté tout ce qu'il fallait pour pouvoir découvrir la véritable comptabilité. C'était pour moi un révélateur exceptionnel. Donc, pour vous dire que le dossier VAE est forcément, mais retenez qu'il faut éviter de mettre un gros volume autour du livret 2 et de le faire éclater. Mes remarques visent également le DSCG et forcément le DEC. Je ferai ultérieurement une autre intervention pour vous expliquer comment on mène à la fois une soutenance de mémoire et comment on mène un exposé de DEC ou de DSCG VAE. Samedi matin, c'est-à-dire ce 14 juin, j'aurai le plaisir de prendre des candidats du DEC VAE 2025 et de simuler des exposés à travers leur livret 2 et les connaissances que j'ai pu ou expériences que j'ai pu acquérir à leur rencontre depuis des mois. C'est une expérience pour moi assez difficile, mais que j'adore, car c'est évident. Ensuite, pour les soutenances de mémoire, cette année, c'est exceptionnel. L'an dernier, j'ai eu un résultat fabuleux, puisque sur 13 candidats au mémoire, j'en ai eu 12 qui ont validé le mémoire. Et cette année, je pensais débattre tous les records, puisque j'ai déjà eu plus de 20 candidats au mémoire. Je pense qu'il y a de la concurrence, il y en a qui écrasent les prix. C'est vrai, mais quelquefois, ils écrasent aussi le bien fondé de notre profession, mais ça, c'est un autre problème. Chacun fait ce qu'il veut et chacun doit être respecté et chacun est riche de sa différence. Je ne suis pas le moins cher, mais je ne suis pas le plus cher non plus, par rapport au temps que je consacre. Parce que, contrairement aux autres animateurs, je m'engage pour 3 sessions en cas d'échec. Qui s'engage pour 3 sessions en cas d'échec? Non, moi j'ai vu des formateurs échecs complets au mémoire,
et qui redemandait à un prix identique, ce qui faisait que le prix total était largement au prix que je demande. N'oubliez pas que j'ai, en tant que formateur individuel, je ne parle pas des grandes écoles, mais je parle de formateur individuel, j'ai la possibilité de vous proposer le CPF, la transition pro, Opco Atlas et aussi, je suis très, très recommandé par France Travail, car malheureusement, malgré qu'on dit qu'il manque d'experts comptables, il y a des cadres comptables qui sont demandeurs d'emploi pour des raisons quelquefois familiales, des raisons aussi de santé, qui ont perturbé le parcours de ceux ou de ces candidats. Donc, je répète que à partir de la semaine prochaine, je ferai un exposé sur la soutenance et sur l'exposé, mais que je continue actuellement de lire des mémoires, d'approuver bien sûr avec une grande satisfaction les 4-1 qui reviennent cette semaine, et ça c'est important, mais je participe également au choix de sujet des candidats qui doivent déposer une notice pour le mois de novembre, dernier délai. Donc je reste à la disposition de tous ces candidats, à la fois pour le DEC 2026 et pour le DSCG. Je reste totalement à la disposition des VAE puisque le délai nous permet de nous revoir bien avant et de pouvoir, avec vous, réaliser, bien sûr, cet élément-là. Je vais vous quitter pour ce jour en vous souhaitant une très très belle journée et en vous disant à bientôt, s'il vous plaît. Voilà, je vais aller chercher mon camarade. Donc, mon camarade, et je vais aller le chercher. Je fais ici Teams. Teams.